INA, podcast. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le procès Bellamy de Frances Noyes Hart, traduit par Maurice Bernard Andrèbe dans une adaptation radiophonique de Jean Cosmos. Avec Michel Bouquet, Marcel André, Henri Crémieux, Martine Sarcey, Jean-Claude Michel, Michel Vitold, Bernadette Lange, Daniel Brémond, Raymond Pélissier et André Vasselet. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Noël Barbet, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Nous vous présentons aujourd'hui la 3e audience du procès Bellamy. Que les auditeurs qui n'auraient pu écouter les semaines précédentes soient sans inquiétude, toute l'affaire leur sera expliquée par les dépositions des témoins et les plaidoiries des avocats. Nous sommes à Redfield, comté de Belchester, État de New York. Oh, Randolph, vous ne serez donc jamais à l'heure. Je vous attendais au snack, mon lapin. Oh. Bonjour quand même. Bonjour. J'étais furieuse. Et vous ne l'êtes plus, c'est magnifique. Moi, j'étais désolé de perdre mon temps et en fait, je ne l'ai pas perdu, figurez-vous. Pas une seconde. Il y avait 2 types derrière moi qui discutaient ferme du procès. Et comme il n'était pas d'accord, je pense que c'est un excellent signe en ce qui concerne le jury. Lui aussi, il doit se poser des questions. Stephen Bellamy a-t-il aidé Susan Ives à tuer sa femme? Qui a inspiré à l'autre le principe du crime? Sont-ils même les coupables? Mais je suis certaine que non, Randolph. C'est exactement ce que disait le plus jeune de mes bons hommes. Ah, vous voyez. Je vous ai dit que c'était le plus jeune, mon coco. Moi, je suis comme l'autre, un vieux routier. Je ne tiens compte que des faits. Personne n'a rien pu prouver encore. Eh oui, justement. Ni d'un côté ni de l'autre. Seulement, nous avons vu la robe de Madeleine Bellamy. Le sang sur la robe. Le trou qu'a fait le poignard ou le couteau, ou ce que vous voudrez. Et le médecin légiste nous a expliqué comment était morte la belle Mimi. Nous avons vu le couteau que Susan Ives a pu cueillir comme une fleur sur le bureau de son mari avant de filer en compagnie de Stephen jusqu'à la maison du jardinier. On nous a répété plusieurs fois les termes de la conversation téléphonique par laquelle Susan Ives fixait rendez-vous à son présumé complice vers 9h du soir, le jour du crime, c'est-à-dire une demi-heure avant celui-ci. Et nous savons qu'ils ont effectivement passé la soirée ensemble. On nous a lu quelques lettres passionnées de Patrick Ives à Madeleine Bellamy, dans laquelle il exprimait nettement son désir et sa résolution de tout plaquer, c'est-à-dire sa femme, ses enfants et le reste, pour filer avec elle. Et ça, mon petit, tout ça, finalement, c'est moins que des preuves, mais c'est beaucoup plus qu'il n'en faut pour convaincre les jurés. Oui, et vous oubliez Elliot Farwell? Vous oubliez qu'il était amoureux de Madeleine Bellamy, qu'il était jaloux, qu'il connaissait les rendez-vous des amants, que le soir du crime, il était ivre, et qu'après avoir témoigné pour l'accusation, il s'est suicidé. Pourquoi, s'il n'était pas coupable? Pourquoi? Peut-être parce qu'il avait menti. Peut-être parce qu'il avait dit la vérité, allez savoir. Et qui a pris la dernière lettre de Madeleine Bellamy? Celle qui fixait rendez-vous à Patrick dans la maison du jardinier. Qui est l'homme qu'on a entendu rire à l'heure du crime, près de la maison du crime? Et qui est la femme qui a crié? Madeleine Bellamy en recevant le coup. Et pourquoi pas Susan Ives en le donnant? Parce que... je sais pas, moi... Enfin, elle a pas l'air d'une fille comme ça. Pas l'air d'une fille qui pousse des cris en tuant les gens, hein. Trop bien élevée. Vous êtes adorable, Hélène. Mais vous oubliez votre meilleur argument. Rappelez-vous l'admonestation de Carver au début de la première audience. Ce qu'il a dit au juré. Vous ne devez pas décider, vous ne devez pas arrêter votre jugement avant d'avoir entendu l'exposé de la défense. Et c'est aujourd'hui que ça commence. Oh, c'est vrai, j'y pensais plus. Eh oui, à partir de maintenant, c'est la défense qui mène le bal. Et c'est l'accusation qui va se défendre. Tenez. Tenez, regardez, notre vieux Lambert. Pour un peu, il remonterait ses manches. On lui souhaite bonne chance? Oh oui, bonne chance, maître Lambert.
Bonne chance, La parole est à vieux la défense. crocodile. C'est à toi de jouer. Votre honneur, messieurs du jury, il est d'usage que la défense, lorsque lui échoua l'initiative des débats, préface par une longue dissertation la périlleuse et redoutable tâche qui lui incombe. Pour moi, je redouterais d'émousser votre attention en anticipant sur la plaidoirie que je me réserve de vous adresser à l'issue de l'audition de mes témoins. Je pourrais vous en produire devant vous quelques centaines de témoins. Les habitants de cette ville, qui vous diraient combien Susan Hart est éloignée de la femme dont on a esquissé devant vous un portrait charge mensonger. Elle n'est ni vénale, ni violente, mais droite. Je vous souhaite une fille, une épouse à son image. Et puisque vous aurez à la juger, puisque le sort vous a choisi pour la condamner ou l'absoudre, puisque vous ne sauriez séparer Stéphane Bellamy de celle dont on vous dit qu'elle a été son mauvais ange, puisque l'accusation n'a pas cru devoir interroger Patrick Havre, dont je suis persuadé qu'il détient une part importante de la vérité, c'est de Susan Havre, de Patrick Havre et de Stéphane Bellamy que je ferai, moi, mes seuls témoins. Je sais que leur audition nous livrera à la lumière et restituera à vos consciences troublées la paix, la sérénité et la joie tranquille que Dieu a promis à ses justes. Monsieur Stéphane Bellamy. Au moins, avec lui, on est fixé. Nous lâchons la figuration pour les grands premiers rôles. J'ai le cœur qui bat. Qualité de défenseur, Je le trouve très beau, Stéphane souffrance de Bellamy. prêter serment. On dirait Roméo. Ouais. Je ne Un saurais vieux pas Roméo, vous c'est engager toujours à émouvant. faire de la vérité votre allié. À moins que ce ne soit Othello. Maître Lambert, vous avez la parole. Monsieur Bellamy, où étiez-vous cette trop fameuse nuit du 19 juin vers 21h30? Dans ma voiture, en compagnie de Susan Hives. À proximité de la propriété des vergers? Non, même à grande vitesse, il m'aurait fallu plus de 20 minutes pour l'atteindre. Quel genre de ménage était le vôtre, monsieur Bellamy? Je veux dire, aviez-vous connaissance, par exemple, de la sorte de passion contenue que voit Elliot Farwell à votre femme? Et dans l'affirmative, quelle réaction cela provoquait-il de votre part? L'attitude du pauvre Elliot était assez révélatrice. J'en riais avec Mimi. Votre femme ne l'a donc jamais pris au sérieux? Jamais la notion de divorce n'est intervenue entre vous. Jamais. Si le mot avait été lancé, comment l'auriez-vous accueilli? Avec stupeur. Je croyais ma femme heureuse. Et je croyais aussi qu'elle m'aimait. Vous m'excuserez, monsieur Bellamy, mais je tenais à mettre en évidence à travers le pitoyable Elliot Farwell votre ignorance absolue des relations qu'entretenait secrètement votre femme et Patrick Havre. Maintenant, je vais vous prier de nous dire, avec autant de précision et de concision que possible, quel fut votre comportement depuis le dîner que vous avez pris en compagnie de votre épouse jusqu'à l'instant où vous avez regagné votre foyer. Je ferai de mon mieux. En rentrant du club, Mimi m'avait prévenu qu'elle devait accompagner les Conroy au cinéma. Pour ma part, j'avais un important dossier à étudier et je pense qu'elle savait que je ne pourrais l'accompagner. Je lui proposai cependant de la conduire. Elle refusa. Elle ne pouvait attendre et partit donc seule rejoindre ses amis. Je fus presque aussitôt dérangé par le téléphone. Qui téléphonait, monsieur Bellamy? Susan Hives. Que voulait-elle? Ce que vous savez, maître. S'informer si Mimi était près de moi. Depuis combien de temps elle était partie, pour quel endroit. Et comme je ne pouvais tout à fait maîtriser une légère irritation, elle me fixa un rendez-vous immédiat. Elle me demanda encore si Elliot m'avait parlé. Puis, elle raccrocha. Malgré moi, je me sentis angoissé. Je craignais qu'il fût arrivé quelque chose à Mimi et que par délicatesse, Suzanne eût pris la précaution de me préparer à quelque terrible nouvelle. Un peu affolé, j'appelai les Conroy. Elle n'était pas arrivée. Je me précipitai vers ma voiture et, dans une sorte de vertige, je rejoignis Susan Hives sur la petite route où elle m'attendait déjà. Il s'agit bien, n'est-ce pas, de cette petite route qui longe le fond de la propriété des Hives? Oui, c'est là qu'elle m'attendait. Alors, immédiatement, je lui demandai s'il était arrivé quelque chose à Mimi.
Elle me regarda un peu fixement et se contenta de me répondre « Elliot avec donc raison ». Puis elle me poussa dans la voiture, prit place à côté de moi et me demanda de rouler sans but, pourvu qu'on ne nous voie pas ensemble. J'obéis, et tout de suite elle m'a pris. Elle me dit « Ne vous alarmez pas pour Mimi, Steve. Elle est simplement allée rejoindre son amant au verger. » J'étais à la fois abasourdi et soulagé. Mimi n'avait rien. Je crois que j'ai ri en lui demandant « Son amant ?» Quelle idée! Vous savez bien que ce pauvre Elliot n'a aucune chance. Son amant ne s'appelle pas Elliot Farwell, Steve. Il s'appelle Patrick Ives. Faut-il continuer? Est-ce nécessaire de continuer? Quelle que soit votre gêne, oui. Oui, il faut continuer, monsieur Bellamy. Ce sont pour vous de pénibles souvenirs, mais il faut continuer, c'est nécessaire. Patrick et Mimi. Je m'insurgeais. C'était impossible. Suzanne me dit que si. Que depuis plusieurs semaines, ils se rendaient en cachette au pavillon du jardinier. Qu'Elliot les avait vus. Qu'en ce moment même, ils y étaient. Nous les aimons, Steve. Mais eux ne nous aiment plus s'ils nous ont jamais aimés. J'étais envahi par une sorte de deuil profond, glacé. Je me débattais pour la forme. Mimi est au cinéma avec les Conroy. Mon pauvre Steve. Moi, je sais que non, que Patrick avait combiné une histoire de poker chez les Dallas, qu'il devait la rejoindre et qu'elle l'attend. Mais cette fois, il ne sera pas au rendez-vous. Je m'étonnais. Qu'est-ce qui vous le fait croire? Je le sais, je le sais. Brutalement, je pensais que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, que nous allions revenir en ville, d'où nous étions assez loin, passer au cinéma, y retrouver Mimi et rire ensemble de nos stupidités. Suzanne ne fit pas d'objection. En traversant Lakedale, je pris de l'essence et constatai machinalement que ma montre de bord marquait 5 minutes d'avance sur celle du garage. C'est-à-dire? Je suis assez maniaque en ce qui concerne l'heure et je savais que ma montre était exacte. Il était 9h20. Quel temps vous fallait-il pour rejoindre Rosemont? Environ une demi-heure. Et pour aller ensuite de Rosemont au Verger? Une dizaine de minutes, n'est-ce pas? Oui, maître. Je vous remercie. Continuez, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés au cinéma entre les deux séances. Mimi n'y était pas. J'engageai Suzanne à me suivre jusqu'à la maison où elle devait être rentrée. Suzanne me fit remarquer combien cela pourrait paraître équivoque si nous n'y trouvions pas Mimi, qu'elle vienne chez moi seule à cette heure de la nuit. Je lui affirmai que Luigi serait absent et que par conséquent personne ne pourrait la voir. Lorsque nous arrivâmes, elle me dit « Il y a quelqu'un, Steve. Quelqu'un fume à la fenêtre au-dessus du garage. » Je regardai, je ne vis rien. Nous descendîmes de voiture, j'appelai, je n'obtins aucune réponse. Une terreur confuse s'empara de moi. Je fis très rapidement le tour des pièces. Mimi n'était pas là. Je redescendis, entraînant Suzanne et de nouveau téléphonai au Conroy. Il n'avait pas vu Mimi de la soirée. Suzanne me dit « Me croyez-vous maintenant ?» Je voulus téléphoner au Dallas pour savoir si Patrick n'était pas malgré tout à ce poker et si Mimi ne l'avait pas rejoint sous un quelconque prétexte. Suzanne me donna sa parole d'honneur que Patrick ne pouvait être ni chez les Dallas ni au Verger. Alors, je compris que j'avais eu raison de tout craindre, que Mimi était quelque part seule, atrocement seule, et qu'il lui était arrivé quelque chose. Je téléphonai à la police, aux hôpitaux. Personne ne savait rien. Vous leur avez donné votre nom? Et mon numéro de téléphone pour qu'ils me rappellent s'ils apprenaient quelque chose. Ensuite? Nous avons refait lentement le chemin qui va de mon domicile chez les Conroy. Je pensais que je trouverais peut-être Mimi, évanouie, blessée sur le bord de la route. Vous savez pour quelle raison ce n'était pas possible. Que fîtes-vous ensuite?
lorsqu'il s'avéra que vous aviez perdu toute trace de votre jeune femme. Je vous demande pardon, maître. Que fîtes-vous ensuite? Je compris que la nuit ne nous apporterait aucune révélation, que le mieux était de reconduire Suzanne chez elle. Je la déposai devant la grille et retournai chez moi. Quelle heure était-il? Peut-être 11 heures, peut-être moins, je ne saurais vous le dire exactement. Pas plus que je ne saurais vous dire combien de temps j'ai roulé ensuite au hasard. C'est comme si j'essayais de retrouver le souvenir d'événements qui se seraient produits pendant un cauchemar. Vous êtes cependant formel sur ce point. À 21h30, heure fixée comme étant celle du crime, vous étiez à plus de 20 minutes de voiture du cottage du jardinier. Oui, vous pourrez interroger le garçon du poste d'essence. Je l'ai fait. Il est actuellement retenu sous les drapeaux, mais son témoignage écrit confirme parfaitement le vôtre. Dois-je en donner lecture? C'est inutile en ce qui me concerne. Bien. Monsieur Bellamy, je vous remercie, c'est tout. Contre-interrogatoire. Vous êtes, je crois, un enfant du pays, monsieur Bellamy. Vous connaissez parfaitement la région. Je la connais assez bien. Ne savez-vous pas, dès lors, qu'il existe un raccourci, un chemin dont nous a parlé ici même monsieur Douglas Thorne, qui réduit considérablement la distance entre les vergers et la demeure des Ives? Je le connais, mais il est assez peu praticable après qu'il a plu. Pour vous et pour moi, monsieur Bellamy, dispensez-vous des commentaires qui vous viendraient à l'esprit. Je pense poser assez clairement mes questions pour que les mots oui ou non suffisent à y répondre. Bien, maître. Connaissiez-vous ce raccourci? Oui. Ne l'avez-vous pas emprunté la nuit du crime? Je croyais vous avoir fait comprendre que je le supposais impraticable. Oui ou non? Non. Pourquoi? Seriez-vous en mesure de répondre par oui ou non à cette question? Pourquoi, consumé par l'anxiété, comme vous prétendez l'avoir été, ne vous est-il pas venu à l'esprit de vous rendre là où vous aviez le plus de chances de rencontrer votre femme? Pourquoi n'avez-vous pas filé par le plus court? Pourquoi, puisque vous le connaissiez, n'avez-vous pas songé à profiter de ce raccourci? J'ai d'abord cru que Mimi était au cinéma et que Suzanne Ives se méprenait sur elle. Et lorsqu'ensuite je me suis rangé à son avis, du temps avait passé. Suzanne m'affirmait que Patrick n'avait pu la rejoindre. Je ne connaissais pas ma femme aussi bien que je l'imaginais. Mais il est une chose la concernant dont je suis persuadé. C'est que seule, en un lieu désert et choisi pour cette qualité, elle était incapable d'attendre plus d'une demi-heure qui que ce soit au monde. Mais pourquoi étiez-vous si sûr que Patrick Ives n'avait pu la rejoindre? Suzanne me l'avait certifié, j'avais sa parole. Vous auriez été en quelque sorte rassuré de la savoir en compagnie de son amant. J'aurais donné la moitié de ma vie pour la savoir heureuse et sauve, n'importe où et avec n'importe qui. L'honneur n'a donc aucun sens pour vous? Mon honneur ne peut être atteint que par mes propres actions, non par celles des autres. Vous l'auriez laissé suivre son amant avec votre bénédiction? Ai-je dit cela? Ai-je dit cela? Monsieur Bellamy a parfaitement raison, il n'a rien dit de semblable. Je regrette de m'être mal exprimé, votre honneur. L'auriez-vous empêché de le suivre? Je l'aurais supplié de rester avec moi. Et si vous n'aviez pu la convaincre, l'auriez-vous laissé s'enfuir? Comment aurais-je pu l'en empêcher? Très simplement, monsieur Bellamy. Aussi simplement que la personne qui a poignardé la victime l'a empêché de rejoindre son amant. Aussi simplement. Cette remarque ne peut figurer au compte-rendu. Je ne l'ai pas poignardé! Mais vous n'avez rien fait pour retenir le bras qui l'a frappé! Votre honneur. Je préfère répondre, maître Lambert. Je n'étais pas près d'elle, j'ignore quel bras l'a frappée. Mais j'affirme que moi présent, nul n'aurait pu commettre cet acte sans se débarrasser au préalable de ma personne. Vous m'avez convaincu, monsieur Bellamy. Revenons à d'autres déclarations qui, pour être moins émouvantes, ne manquent pas d'intérêt. Après avoir quitté Madame Ives, vous avez, dites-vous, roulé longtemps au hasard. Qu'entendez-vous par longtemps? Jusqu'à l'aube? Il me semble, oui, jusqu'à l'aube. Vraiment? Vous laissez votre numéro de téléphone aux hôpitaux et postes de police pour qu'ils vous informent immédiatement sur tout ce qu'ils pourraient apprendre concernant votre femme et vous roulez jusqu'à l'aube. Vous ne regagnez votre domicile qu'à l'aube. Pourquoi, monsieur Bellamy? Je ne sais pas, j'étais comme anéanti, je ne sais plus. Je crois pouvoir vous aider. Ne serait-ce pas parce que vous saviez déjà que votre maison serait vide? Ne serait-ce pas parce que vous saviez déjà que votre femme ne rentrerait jamais plus?
Ne serait-ce pas parce que déjà vous saviez qu'elle était dans la maison du jardinier, étendue, dans sa robe blanche, tachée de sang, un couteau dans le cœur? Pour l'amour du ciel, maître! Puisque je vous dis que je ne sais pas pourquoi. Le rapport de police indique que vous avez eu connaissance du meurtre le lendemain matin et que vous avez été invité à reconnaître le corps. Vous avez suivi un policier au verger. Reconnaissez-vous ici la robe que portait la victime? Oui, Ces chaussures sont-elles les siennes? oui, ce sont les siennes. Lorsque vous êtes entré dans la pièce où reposait le corps, celui-ci était-il à droite ou à gauche du piano? À gauche? Vous en êtes sûr, n'est-ce pas? Tout à fait sûr. Absolument. Je regrette, monsieur Bellamy. Après l'autopsie rapide du docteur Stanley, c'est-à-dire avant qu'on vous invite à reconnaître le corps, celui-ci avait été changé de pièce. Là où il reposait, il n'y avait plus de piano. La seconde fois que vous avez vu le corps, il n'était plus ni à droite ni à gauche, ni même auprès d'un piano. Je ne sais plus si vous n'aviez pas plus dormi que moi depuis. Je connaissais très bien le pavillon. Tout enfant, j'allais avec Douglas Thorne jouer chez le vieux jardinier allemand qui a précédé ceux-ci. J'ai pu mélanger mes souvenirs. Oui, mais ce sont les jardiniers italiens qui ont amené le piano. Votre vieil Allemand n'en avait pas. Mimi m'en aura parlé, la musique était son prétexte. Il est vraisemblable, puisqu'en effet le piano était son prétexte à venir au verger, qu'elle vous en ait parlé, mais pas au point de vous dire mon cadavre est à gauche. Vous êtes odieux! Ni Susan Ives ni moi n'avons davantage à voir avec ce crime que vous-même. Votre honneur! Taisez-vous, monsieur Bellamy. Ceci est extrêmement déplacé. Maître Lambert, surveillez votre témoin, dont le dernier propos sera supprimé du compte-rendu. Votre honneur, j'implore l'indulgence de la Cour. Monsieur Bellamy a tenu à témoigner malgré l'avis formel des médecins qu'il estime menacé d'une grave dépression nerveuse. Je vous serais reconnaissant de l'autoriser à prendre quelques repos avant de poursuivre, si l'accusation n'en a pas terminé avec lui. C'est inutile. Je pense qu'effectivement, c'est terminé pour lui. Votre honneur, le témoin qui n'avait pu venir déposer à la dernière audience est aujourd'hui en état de comparaître. Sa déposition sera brève et ne perturbera ainsi que très peu le plan de travail de la défense. Si la défense m'y autorise, puis-je l'interroger maintenant, votre honneur? Qu'il dépose, qu'il dépose. Vous pouvez interroger le témoin, maître Farr. Appelez le professeur Baretti. Professeur Baretti. Alors, Hélène, vous avez vu comment il a assis votre vieux Roméo sur la chaise? Maintenant, il va mettre le courant. Mais pourquoi est-il aussi acharné? Ça lui fait presque plaisir. C'est un match, Hélène. Tous les vainqueurs ont le sourire. Et vous allez voir que Baretti va mettre Lambert KO. Farr ne l'aurait pas convoqué sans ça. Mon Dieu. Ils n'auront donc aucune chance. Non. Plus aucune chance. Plus maintenant. Regardez, ils ont accroché des agrandissements d'empreintes digitales. C'est la fin de leur chance. Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, avec l'aide de Dieu? Je le jure. Professeur Baretti, vous êtes expert en empreintes digitales et considéré comme la plus grande autorité actuelle en la matière. Et pouvez-vous nous dire s'il existe une possibilité d'erreur d'identification par ce moyen? Si l'empreinte est nettement lisible et l'expert suffisamment capable et honnête, il n'y a pas la moindre possibilité d'erreur. Bien. Vous avez, professeur, la capacité requise pour nous dire si les deux empreintes dont je soumets ces agrandissements à votre examen sont identiques, c'est-à-dire si elles ont été déposées par la même personne. Je proteste! J'ignorais la qualité du témoin. Je suis personnellement incompétent en matière de dactyloscopie et dans l'incapacité de produire un contre-expert de mon choix. C'est un piège! Je m'élève de toutes mes... Non, ce n'est pas un piège de l'accusation, maître Lambert. Et une faute de la défense. Maître Farr vous a offert de renoncer à l'audition de ce témoin, vous n'avez pas cru devoir le faire. Il est aujourd'hui trop tard pour que votre protestation soit prise en considération. Professeur Baretti, nous vous écoutons. Cet échange de vues, messieurs, m'a donné loisir d'examiner attentivement ces agrandissements. Ils sont fort nets. Il ne fait aucun doute que les empreintes qu'ils reproduisent ont été laissées par la même main. L'écartement des sillons, leur dessin, l'emplacement de ces méandres, les deltas des pouces exactement superposables, l'altération d'une zone légère causée par quelques cicatrisations, tout y est. Je suis catégorique. Ces empreintes identifient sans équivoque une seule et même personne. Je m'excuse, professeur, mais il est indispensable que vous affirmiez solennellement qu'aucun risque
Si minime soit-il, d'erreur ou de confusion n'est possible. Je l'affirme solennellement. J'offre ces agrandissements comme pièces à conviction, ainsi que les certificats délivrés par les services photographiques de laboratoire de police et d'identité judiciaire. Ils attestent, messieurs, que les empreintes ici reproduites ont été relevées l'une pour le fichier anthropométrique de l'État, l'autre sur la lampe à pied de cuivre découverte à côté du cadavre dans la maison du jardinier. Le professeur Baretti vient d'affirmer qu'elles identifient la même personne. Cette personne, messieurs, s'appelle Suzanne Hart. Professeur Baretti, c'est tout pour moi. Merci. Contre-interrogatoire. Pas de questions. Plus tard, peut-être. Pas de questions. La défense désire-t-elle poursuivre l'audition de ces témoins ou préfère-t-elle que l'audience soit suspendue? La défense, votre honneur, hélas. Mon très redoutable adversaire a pour lui la jeunesse que je n'ai plus. Mais prolonger indéfiniment le débat en cédant aux caprices d'un vieux cœur mis à mal, ce serait faire injure plus qu'à votre patience, votre honneur, plus qu'à votre attention soutenue, messieurs les jurés, ce serait faire injure à ces deux êtres torturés, plus blessés que moi-même. Et la science, si implacable qu'elle soit, ne saurait me convaincre qu'ils ont trahi ma confiance. Je veux continuer, votre honneur, comme je continue à leur accorder mon affectueux et malhabile concours, qu'on appelle Monsieur Patrick House. Monsieur Patrick House est à la base. Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, avec l'aide de Dieu? Je le jure. Monsieur House, voulez-vous énumérer de façon aussi nette et concise que possible les événements sortant de l'ordinaire qui se sont produits chez vous le 19 juin entre le moment où vous avez franchi la porte de votre domicile et celui où vous vous êtes retiré pour la nuit? Non. Pardon? Je manque d'imagination. Quel que soit votre appétit sur ce chapitre, je ne suis pas en mesure de vous inventer les événements sortant de l'ordinaire qui se seraient déroulés chez moi ce soir-là. Dois-je comprendre que, à votre sens, tout se déroula selon le rythme quotidien? Ce que vous devez ou ne devez pas comprendre ne me concerne pas. Enfin, c'est insensé, ça, voyons. Votre honneur... C'est votre témoin, maître Lambert. La gouvernante de vos enfants, Miss Page, a témoigné. Vous assistiez, je vous l'ai vu, à son audition. Elle vous a rencontré vers 20 heures, tenant à la main le modèle réduit d'un bateau que vous destiniez à votre fils. Puis elle vous a revu un quart d'heure plus tard environ pour vous informer des termes d'une communication téléphonique de votre femme à Monsieur Bellamy. Ceci est-il exact? Exact. Et incomplet. Il s'est passé d'autre chose? Oui. De quelle nature? De la nature de Miss Page, qui est une jeune personne imbécile, hystérique et déséquilibrée. Votre honneur, pourrait-on obtenir du témoin qu'il précise mieux l'origine et le caractère de ces autres choses? Miss Page avait dépassé certaines bornes. Ma femme venait de la congédier. Elle espérait que j'interviendrais en sa faveur. Ce que vous avez fait? Non. Je signifiais à Miss Page, qui devait nous quitter le lundi suivant, que je serais ravi qu'elle anticipe de 2 jours son départ et nous débarrasse de sa présence à l'instant même. Pourquoi? J'ai à vous donner tous éclaircissements à mon pouvoir en ce qui touche au meurtre de Madeleine Bellamy. Je n'ai pas à me justifier sur les mouvements de personnel ni l'organisation de ma maison. Cette décision inattendue a-t-elle conclu votre entretien avec Miss Page? Non. Mais son renvoi et les nécessités de mon intervention furent les seuls arguments qui lui servirent de thème. Il ne fut pas question d'une certaine lettre de Madame Bellamy qu'elle aurait eu l'audace de subtiliser? Il ne fut question d'aucune lettre. Bien. Miss Page avait-elle quelques raisons d'être jalouse de Madame House? Toute femme au monde peut avoir quelques motifs de jalouser Suzanne. Nous ne nous comprenons pas, Monsieur House. Nous nous comprenons parfaitement, maître Lambert. Miss Page n'avait aucune des raisons ignobles que vous sous-entendez d'être jalouse de ma femme. Non. Passons à Miss Mélanie Cordier. Elle servait de facteur secret entre Madame Bellamy et vous. Elle disposait les lettres dans un certain livre convenu. Vous les retiriez à l'insu de tous. Et le 19 juin, vous n'avez pas trouvé celle qu'elle prétend y avoir mise. Est-ce exact? Votre question en comporte 4, en fait. C'est 4 fois exact. Êtes-vous sincère lorsque... Un instant, je vous prie. Je ne parviens plus à démêler si nous assistons à l'interrogatoire d'un témoin de la défense ou au contre-interrogatoire d'un témoin cité par l'accusation. J'ai l'impression que mon estimable confrère ne me laissera que bien peu de travail. Si je ne fais erreur, maître Lambert, vous doutez de la sincérité de votre client? La Cour est portée à partager votre point de vue. La Cour invite la défense à modifier son système.
Sinon, toute réponse du témoin satisfera la cour. Combien de lettres avez-vous reçues par ce canal clandestin? 6 ou 8. Miss Cordier parle de 2 douzaines. Si elle n'a pas fait erreur, c'est qu'elle aura menti. Leur objet habituel. Des rendez-vous que Mimi me fixait dans la maison du jardinier. Et vous obtempériez? J'ai retrouvé 2 fois Mimi dans le cottage. Comment? Combien de fois, dites-vous? J'ai dit 2 fois, 2. L'une fin mai. L'autre, une semaine avant le crime. Pouvez-vous identifier ce couteau, monsieur Ives? C'est le mien. Avez-vous idée de l'endroit où il se trouvait le soir du 19 juin, vers 21h30? Oui. Et même une idée très précise. Dans la poche droite de mon pantalon. Mais alors, monsieur Ives, il ne pouvait être à la même heure en la possession de madame Ives? Non, en effet, maître Lambert. Et vous, monsieur Ives, où étiez-vous à cette même heure? Ainsi que Suzanne en donnait sa parole à Stephen Bellamy, chez moi. J'étais chez moi. En compagnie de Miss Page. En sa compagnie, enfin, disons, en sa présence. Monsieur Ives, voyons, monsieur Ives, votre femme, ignorait-elle que vous aviez cessé de l'aimer? Elle ne pouvait que l'ignorer. Car dès le premier instant où je l'ai vue, je l'ai aimée. Passionnément. Uniquement. Et entièrement. C'est ce que vous espérez nous faire croire. Il m'indiffère au suprême degré, que vous le croyez ou non. Vous prétendez n'avoir jamais cessé de l'aimer. C'est pourquoi, j'imagine, vous rencontriez Madeleine Bellamy dans le cottage du jardinier. Et c'est en effet la raison pour laquelle je rencontrais Mimi. Vous niez donc avoir écrit ces lettres? Pas un seul instant. Ah, bah alors 22 mai, 8 juin, 9 juin, que faisiez-vous de Suzanne, de votre amour pour Suzanne, tandis que vous écriviez ces lettres? Je ne connaissais pas Suzanne. Vous ne... Voyons... Non, parlons clairement, monsieur Ives, voyons. Vous ne la connaissiez pas? Non. Ces lettres ont été écrites en 1943. J'ai connu Suzanne 3 ans plus tard. Seulement 3 ans plus tard. Enfin, vous ne répondrez que si cela vous convient, et comme il vous conviendra. Avez-vous une idée, monsieur Ives, du motif qui poussait Madeleine Bellamy à promener dans son sac le 19 juin vos lettres écrites, disons, en 1943? Je ne les promenais pas. Elle me les apportait. Contre de l'argent. Voulez-vous dire qu'elle vous les vendait? Oui. Et pourquoi? Pour $100 000. C'est insensé. Mais je vous crois. Je vous crois. Je suis désormais enclin à tout croire. $100 000. Pouvons-nous avancer le mot de chantage, par exemple? C'est celui qui peut venir à l'esprit de quiconque connaissait mal Mimi. En fait, elle n'avait ni sur l'argent ni sur la morale commune des idées très conformistes. Elle estimait que j'attacherais le plus grand prix à rentrer en possession de ces lettres. Elle avait raison. Tout ce qui pouvait attrister Suzanne ou jeter une ombre sur notre bonheur était pour moi sans prix. Je suis littéralement submergé d'admiration pour votre délicatesse, monsieur Ives. À ceci près qu'elle met en cause une victime incapable de se défendre. Une victime que vous accusez d'avoir délibérément cherché à soutirer de l'homme qu'elle aimait, s'il ne l'aimait plus, une somme colossale au moyen de ce que je continuerai d'appeler tout bêtement un chantage. C'est bien cela? Non, pas précisément. Car Madeleine n'a jamais aimé que Steve. C'est pour lui qu'elle procédait à cette opération discutable. À son insu, entendons-nous bien. Mimi était naturellement cynique. J'avais l'argent que, malgré sa compétence et son courage, Steve ne parvenait pas à acquérir. Elle avait des lettres que, pour rien au monde, je n'aurais voulu qu'elle livre à Suzanne. Faisons un troc. Tel était son principe. Son intention était de contraindre Steve, qui se tuait au travail sans résultat, à prendre un long repos et s'établir dans le sud. Elle devait lui faire croire à un héritage, je ne sais trop comment. Mais elle était habile, et j'ai la conviction qu'elle avait parfaitement combiné toute cette histoire. Oui, bien sûr, bien sûr. Comme vous le dites vous-même, toute l'histoire est parfaitement combinée. Vous étiez, en somme, disposé à payer $100 000 pour 2 ou 3 lettres, au fond, innocentes. Il y a une double inexactitude dans votre suggestion, maître. Je n'étais pas disposé à payer $100 000, j'y étais contraint. Et ces lettres n'étaient pas tellement innocentes, puisque
C'est sur elle que s'appuyait le plus fortement la thèse de ma prétendue liaison avec Mimi. Néanmoins, vous auriez fini par payer. J'allais le faire. Après 2 mois d'hésitation. J'étais même si bien résolu, compte tenu de la ténacité de Mimi, que j'avais pris dans mon coffre à la banque 85 000 $ en emprunt d'État et le complément en liquide. Le 19 juin. C'était la date limite que m'avait fixée Madeleine. Elle était décidée, et je la savais assez inconsciente pour le faire, à révéler le lendemain à Suzanne jusqu'où avait été notre ancienne liaison. Le rouleau de valeur était rangé dans mon bureau. Quelqu'un savait-il qu'une si forte somme était si mal protégée? Pas à ma connaissance. Étiez-vous certain que Madeleine Bellamy n'avait pas mis en sa possession d'autres lettres également passionnées? Non. Ces lettres n'ont pas eu dans ma vie une résonance telle que je les ai numérotées. Je vais essayer de remettre en place dans mon esprit ce qui me paraît actuellement assez confus. Voyons, vous n'avez pas trouvé la lettre dans le livre. Vous ignorez donc le rendez-vous fixé par Madame Bellamy. Mais vous savez que c'est le dernier jour pour éviter le pire. Il y a donc de fortes chances, puisque, malgré tout, vous aviez rassemblé la somme demandée pour que vous soyez à l'affût de ce rendez-vous. Bien. Il ne pouvait avoir lieu que dans le pavillon. Bon. Mettons que, soudainement, là de guetter un signe de votre bourreau, une fébrile impatience vous gagne. Vous souhaitez en finir. Vous délivrez de cette histoire. Votre femme est sortie, vous abandonnez Miss Page à ses protestations de dévouement. Vous descendez prendre l'argent dans votre bureau, vous attendez encore un peu, espérant un message, peut-être feuilletez-vous à nouveau le livre boîte aux lettres. Rien. Il faut joindre Mimi. Que risquez-vous à faire un saut jusqu'au pavillon? Par le raccourci, c'est l'affaire de quelques minutes. Vous trouvez la jeune femme... Et pourquoi ne pas nous révéler tout de suite à quel moment il a ouvert son couteau? Nous gagnerions du temps. Votre honneur, vous ne pouvez tolérer ceci. Je tolère ceci comme j'ai toléré votre dernière sortie, maître Lambert. Continuez. Dans ces conditions, votre honneur, c'est impossible. Le témoin se refuse à répondre clairement à mes questions. Je dois ruser pour en tirer des bribes de réponses ironiques et désobligeantes. Et ces ruses m'attirent votre hostilité. Non, ça, je ne puis continuer, mais je renonce. C'est fini pour moi, monsieur Ives. Contre-interrogatoire. Monsieur Ives, je m'en vais vous poser la seule question que maître Lambert m'ait laissée. Avez-vous assassiné Madeleine Bellamy? Non. Pas d'autres questions. Que l'accusation n'imagine pas avoir obtenu d'autres résultats que de compliquer inutilement ma tâche. Il reste à entendre Suzanne Ives, et je ne remettrai pas son audition à plus tard, quel que soit votre avantage présent, maître Phare. Madame Ives, veuillez prendre place dans le box des témoins. Madame Ives, je vous interromprai aussi peu que possible. Nous vous écoutons. Commencez au moment où M. Elliot Farwell vous parla au club de Rosemont. Oui, il était à peine plus de 5 heures lorsque le malheureux Elliot est venu s'asseoir près de moi, au club. Pour me dire à mots couverts d'abord, et puis très nettement, que Pat entretenait une liaison avec Mimi Bellamy. Tout le monde savait qu'Elliot était fou d'elle. Et je voyais qu'il avait encore trop bu. Je ne me suis donc pas indignée comme j'aurais dû le faire. Ce qu'il avançait était si incroyable. Pour me convaincre, il m'avoua qu'il les avait espionnés et qu'il les avait vus se rendre au cottage. Et il me donna divers détails qu'il n'avait pu inventer ou imaginer, si maladivement jaloux qu'il fût. Alors j'entraînais tout le monde chez moi sous le prétexte d'un nouveau cocktail. Dans quel but? Mais je ne voulais pas perdre Elliot de vue. Je ne le quittais donc pas. Et le priais même de ne répéter à personne ce qu'il m'avait dit avant que j'aie pris une décision. Pat rentra. Le voir aussi empressé que d'ordinaire auprès de nos invités ne réussit pas à me rassurer. Comme vous l'a dit Mélanie Cornier, j'étais avec Elliot dans le hall, lorsqu'elle déposa la lettre dans le livre qui servait de boîte aux lettres clandestine. Mais je ne la vis pas. Pas plus que je ne pris cette lettre, dont l'existence même ne me fut révélée que par son témoignage. J'étais trop préoccupée par ce que m'affirmait Elliot. Il prétendait que Pat et Mimi se rencontreraient le soir même dans la maison du jardinier, que Luigi Orsini avait remis la clé du pavillon à Madeleine, et qu'ils trouveraient l'un et l'autre un prétexte pour se libérer.
Juste comme nous retournions, Elliot et moi, dans le living room, Pat nous rejoignit. Il m'avertit en plaisantant qu'il m'abandonnerait pour la soirée, que les Dallas le retenaient pour un poker. Je ressentis une douleur très vive, presque physique, comme un point au côté. Je suivis Pat des yeux. Il était entré dans le bureau. Et je le vis qui sortait d'une serviette un rouleau de papier qu'il rangea dans le bureau. Les invités partirent. Et nous avons dîné comme d'habitude, Pat riant et parlant beaucoup. Et puis je fis une chose ignoble. Quelle chose, Madame Ives? Et je profitais que Pat était monté embrasser les enfants pour m'introduire dans le bureau et le fouiller. Et je pensais que tout valait mieux que cette incertitude, que trouver des lettres, des talons de chèque, n'importe quoi de convaincant, me donnerait la force de décider de l'avenir. Lorsque je découvris le rouleau des 100 000 $, je ne pris pas la peine de compter. Il y avait beaucoup trop d'argent pour que je ne fusse pas persuadée que Pat l'avait retiré de la banque pour s'enfuir avec Mimi. C'est alors que je commençais à réagir. J'allais téléphoner à Stephen. Lui m'aiderait à me défendre, à nous défendre. Les termes de votre conversation avec Stephen Bellamy sont-ils bien ceux que nous a rapportés Miss Page? Mot pour mot. Que fîtes-vous ensuite? J'avais accordé 10 minutes à Stephen. Il me fallait le rejoindre vite. Alors, brusquement, je pensais que j'avais oublié de fermer la fenêtre de la chambre de Polly qui avait un début d'otite. Je montai rapidement, fermai la fenêtre, et comme je passais devant la porte de la chambre de Miss Page, j'entendis la voix de Pat, puis celle de la gouvernante qui suppliait. « Ne la laissez pas me séparer de vous, je vous en supplie, tout ce que je désire... » Votre honneur, objection. Madame Ives, vous ne pouvez pas nous dire ce que vous avez entendu. Je ne peux pas vous répéter ce qu'elle disait? Non. Veuillez vous limiter à ce que vous fîtes. Moi? Et rien. J'étais incapable de faire un pas de plus. Page sanglotait éperdument. Il y avait de quoi en être malade. Pat dit « Calmez-vous, petite idiote, voulez-vous... » Madame Ives, la Cour vous a déjà averti que vous ne pouviez pas répéter ce que vous aviez entendu. Mais pourquoi? Je comprends pas. Comment puis-je expliquer des choses sans en parler? Dites-nous simplement ce que vous avez fait après avoir entendu les voix dans la chambre. Très bien. Je vais vous dire ce que j'ai fait. Mais je crains que malgré tout, quelqu'un fasse objection. La clé était sur la porte. Je l'ai tournée et mise dans ma poche. Vous n'auriez pas voulu que je le dise, n'est-ce pas, maître Lambert? Vous désiriez que chacun croie que c'était Pat qui avait assassiné Mimi, n'est-ce pas? Taisez-vous! Taisez-vous! Silence! Il Silence, Madame Ives! ne l'a pas tué parce qu'il a été enfermé cette nuit-là, jusqu'à 11h moins le quart, et que j'avais la clé dans ma poche. Et maintenant, vous pouvez faire supprimer ça du compte-rendu. Madame Ives, si vous récidivez, la Cour sera dans l'obligation de vous faire expulser. Expulser, vous désirez que je m'en aille? Je désire que vous vous calmiez immédiatement. Les prescriptions auxquelles vous refusez de vous plier ont été édictées en grande partie pour assurer votre protection. Je ne veux pas être protégée, je veux dire la vérité. Vous faites à votre co-défendeur autant de tort qu'à vous-même. Oh. Bon, c'est bon, je ne veux pas faire tort à Stephen. Où en étais-je? Après que vous êtes redescendu à l'étage... Ah oui. Oui, j'ai retrouvé Stephen. Tout ce qu'il vous a dit est vrai. Son incrédulité, la promenade jusqu'à Legdale tandis que j'essayais de le persuader, le poste d'essence, notre passage au cinéma, le retour chez lui, la disparition de Mimi et tous ses coups de fil chez les Conroy, aux hôpitaux, au poste de police. Et il était malade d'inquiétude, il tremblait lorsque nous avons refait le chemin qui va de chez lui à la maison des Dallas pour découvrir si Mimi n'était pas sur le bord de la route. Nous pensions à une entorse ou à quelque chose de ce genre. Et nous allions si lentement que je me suis tournée vers lui. Il était d'une pâleur effrayante. Je lui ai dit « Rentrons, Steve. Vous allez être malade. » Il m'a répondu « Non, Suzanne. Je suis déjà malade. Et je le serai tant que je n'aurai pas retrouvé Mimi. » J'ai seulement ajouté « Vous avez raison. Pourquoi n'irions-nous pas maintenant jusqu'au bout ?» Jusqu'au bout, Madame Hughes. Jusqu'au pavillon du jardinier des vergers. Continuez, ma petite Suzanne.
Continuez maintenant, Nous ne souhaitions ni l'un ni l'autre un éclat, une scène vulgaire. Et c'est pourquoi je pense ni l'un ni l'autre n'avions souhaité en arriver à cette sorte de constat d'adultère. Et puisque je savais pas t'enfermer à la maison, je n'imaginais pas que Mimi eût attendu, seule, presque 1h30, puisqu'il était à ce moment 10h15. Elle avait attendu, seule. Lorsque nous arrivâmes au pavillon, tout était éteint. Nous sortîmes de voiture et Steve poussa la porte. Elle n'était pas fermée. J'actionnai le commutateur et nous restâmes dans l'obscurité. Alors, je me souviens que Douglas nous avait prié de lui envoyer le releveur de la compagnie parce qu'il voulait suspendre le contrat d'électricité pendant l'absence des jardiniers. Steve alluma son briquet, qui s'éteignit aussitôt dans le courant d'air. Et moi, j'avais eu le temps d'apercevoir une lampe à pétrole dont le pied de cuivre avait brillé sur le piano dans le petit salon. Je pris le briquet des mains de Steve, j'allumai, et... Encore un peu de courage, Suzanne. Et je la vis, à mes pieds. Je crois que j'ai lâché la lampe à ce moment. Et Monsieur Bellamy? Et il s'était agenouillé. Il avait posé le briquet allumé sur le parquet, malgré le pétrole de la lampe qui faisait une mare. Il n'y avait que cette toute petite lumière. Une toute petite lumière. Mais nous savions que nous nous penchions sur une morte. Steve tenait la main de Mimi et lui disait « As-tu eu mal, chérie? As-tu eu mal, mon petit ?» Il me semblait entendre quelqu'un remuer dehors dans un buisson. Je hurlais. Jamais ça ne m'était arrivé de ma vie. J'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre que moi qui le faisait. Steve a doucement reposé la main de Mimi. Il lui a fermé les yeux. Il s'est levé. Il a prié un instant. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Elle a été assassinée. Je vous ai entraînée ici, Suzanne. Il faut que je vous en sorte. Elle n'a plus besoin de nous. Venez. » Vous êtes entré directement, n'est-ce pas? Directement. Steve m'a dit, nous serons probablement interrogés. Je suis son mari et vous êtes la femme de son... La femme de Pat. Tenons-nous-en à la promenade jusqu'à Lakedale. Personne ne sait qu'Eliott vous a parlé. Personne ne saura que nous avons été jusqu'au cottage. Pour moi, tout m'est désormais égal. Mais pour vous, Suzanne, pour vous et vos enfants... et ce que vous pourrez sauver de votre amour, il faut que vous appreniez à mentir. Ne parlez que de Lakedale. Je lui ai dit, ce n'est pas possible que de pareilles choses nous arrivent. Il me répondit, si, c'est à nous que c'est arrivé. Alors je rentrai, enlevai mon manteau. Stupidement, je pensais que nous ne devions pas priver mamie de son fruit. J'allais en chercher un et je le lui portais. Puis j'ouvris la porte derrière laquelle je savais que je trouverais Pat. Il lisait, assis. Il me regarda, se leva, me dit en souriant, « Je ne croyais pas que tu étais capable d'un pareil tour, Suzanne. » 2 jours après, Steve et moi fûmes mis en état d'arrestation. Je n'ai rien d'autre à dire. À moi, non, Madame Ives. À moi qui vous remercie. Mais restez, s'il vous plaît, pour le contre-interrogatoire. Madame Ives, vous nous avez dit avoir entendu, alors que vous étiez en présence du corps, un bruit qui vous effraya. Quelle sorte de bruit? Était-ce par exemple comme si quelqu'un essayait d'ouvrir la porte? Non. C'était pas aussi défini. Ça ne venait pas de cette direction. C'était plutôt un froissement, comme si quelqu'un se déplaçait contre un buisson. C'était probablement imaginaire. À quelle distance vous trouviez-vous du corps lorsque vous l'avez aperçu? Je ne sais pas. Mais très près. 1 mètre ou plus. Elle était à mes pieds. Vous vous doutiez qu'elle était morte? Je le savais. Tout de suite, je l'ai su. Ses yeux étaient grands ouverts. Vous ne l'avez pas approché de plus près? Vous ne l'avez pas touché? J'en aurais été incapable. Alors, comment expliquez-vous, Madame Ives,
Les taches de sang sur votre manteau. Je ne les explique pas. Il n'y en avait aucune. Vraiment? Maître Phare, je viens de passer par certaines épreuves. Croyez bien que l'arrogance de votre ton n'est pas susceptible de m'émouvoir. Il n'y avait aucune tache de sang sur mon manteau. Madame Ives, croyez bien que l'impertinence de votre réponse n'est pas susceptible de m'impressionner. Vous raccrochez-vous toujours à la thèse maladroite pour expliquer ces taches de la présence de graisse dans la voiture de M. Bellamy? Non. Vous faites bien. Le sergent Johnson a certifié qu'il n'y avait pas trace de graisse dans cette voiture. Ben, j'attends votre nouvelle version. Je m'étais tachée avec le pétrole de la lampe. Je ne voyais pas quelle explication plausible je pourrais en donner ni à Pat si je conservais le manteau, ni à Miss Roberts lorsque je m'en débarrasserais pour qu'elle le remît à la mission de l'armée du salut. La plausibilité est une de vos préoccupations dominantes. Je lui préfère la vérité. Mais il se trouve que je n'étais pas seule en cause. Je relève, moi, qu'il vous a fallu bien du temps et la contrainte des preuves fournies par l'accusation pour que vous en arriviez à révéler aux membres de ce jury votre passage dans la maison du jardinier la nuit du crime. J'espérais que suffisamment de lumière jaillirait des témoignages précédents pour que je sois dispensée de faire un récit qui m'a été très pénible. Vous espériez aussi, je pense, que 12 hommes sains d'esprit croiraient en la fantastique coïncidence selon laquelle Stephen Bellamy et vous seriez trouvés la nuit du crime, peu après le crime, dans la pièce où fut commis le crime, et sans que ni l'un ni l'autre ayez rien eu à voir avec ce crime. Oui. C'est encore votre opinion. Je n'ai plus d'opinion. Pourquoi auriez-vous cessé de penser que 12 hommes sains d'esprit ne peuvent croire à une telle histoire? Voyez-vous, j'ignore si la vérité sonne vraie. C'est fini. Pas d'autres questions. Vous pouvez quitter la barre, ce serait tout. Retirez-vous. Votre honneur, je désirais que M. Bellamy soit rappelé à la barre. Je puis garantir à votre honneur que je serai bref. Monsieur Bellamy peut revenir à la barre. Vous avez entendu la déposition de Susan House. Désirez-vous la modifier, la compléter ou l'infirmer? Tout ce qu'elle a dit est absolument exact. Toutefois, je dois ajouter un complément à son récit concernant un fait qu'elle ignore encore. C'est que je suis retourné au cottage cette nuit-là. Dans quel but? C'était ma femme. Elle était morte, je l'aimais, je voulais la veiller, et c'est près d'elle que j'ai attendu l'aube. Merci. C'est tout, Monsieur Bellamy. Un instant, s'il vous plaît. Vous me rendez votre témoin, Maître Lambert, ne l'escamotez pas. Monsieur Bellamy, vous avez tenu la main de votre femme. Avait-elle encore ses bijoux, ses bagues? Vous m'y faites penser pour la première fois? Non, je ne crois pas qu'elles y étaient. Pourquoi êtes-vous retourné près d'elle? J'ai répondu à cette question, je ne voulais pas laisser ma femme seule. Vous saviez qu'elle était morte, n'est-ce pas? Oui. Et que vous ne pouvez plus rien faire pour elle? Oui. Et vous trouvez que c'est là une explication vraisemblable? Non, mais je sais que c'est une explication vraie. Vous me demandez de croire que vous êtes resté des heures à courir le danger d'être arrêté sur place parce qu'une femme qui était morte avait eu de son vivant peur de l'obscurité? Je vous dis simplement que ce fut ainsi. Estimez-vous sincèrement que 12 hommes sains d'esprit accueilleront naïvement votre récit et lui accorderont leur confiance? C'est la seconde fois que vous faites appel à la santé d'esprit des jurés. Et je pense que ceci n'a rien à voir avec l'exercice de votre fonction. Votre loyauté peut être mise en doute autant que la mienne, puisque vous tentez de les convaincre qu'ils ne peuvent être à la fois honnêtes et sains d'esprit, s'ils croient que sur l'honneur, j'affirme être la vérité. Je vous dispense d'exprimer vos considérations sur mon comportement. Éclairez-moi plutôt sur la raison qui a pu vous conduire à penser que ce que vous refusiez de dire au début de l'audience, par crainte qu'on ne vous comprit pas, j'imagine, pouvait l'être maintenant avec plus de fortes chances d'obtenir notre crédit. La raison, mais elle est évidente, maître. C'est que depuis lors, j'ai entendu déposer Madame Ives. Il me paraît impossible que quiconque ne mettant pas au-dessus de la justice la sotte vanité d'une victoire personnelle puisse douter de la sincérité de son témoignage. Vous vous rassurez à peu de frais, Monsieur Bellamy. Je vous rends votre témoin, Maître Lambert. C'est tout pour moi. La prochaine audience sera consacrée aux plaidoiries. L'audience est levée. Alors, vous êtes contente? Vous voyez bien, j'ai assez pleuré pour qu'on voit que je suis contente. Susan Ives a été formidable, et Patrick aussi. Et Steve. Bah et moi? Je suis pas formidable, moi? Si, Randolph, je ne vous ai pas entendu. Je suis même tellement formidable que je vais vous dire un truc formidable.
Mettons que ni Susan Ives, ni Stephen ne soient dans le coup. Hein, je dis mettons, ne vous emballez pas. Qu'est-ce que va faire le jury? 3 solutions. La casserole, les circonstances atténuantes, l'acquittement. Hein? Laquelle choisira-t-il? Tout de même, vous les avez vus, leurs têtes de pioche. C'est pas tout cuit. Et même s'il les acquitte, mon lapin, est-ce que ça ressuscitera Mimi Bellamy? Hein? Est-ce qu'elle sera moins morte pour ça? Alors, qui l'a tué? Hein? Qui l'a tué? On va nous le dire. Qui? Hein? S'il le savait, il nous servirait ça tout chaud. On passe la soirée ensemble et je vous explique tout. Allez, venez. Mon sac, attendez. Ah, voilà. Bon, alors, procédons par élimination. Le président Eisenhower était-il, oui ou non, au verger le soir du crime? Non. Non, il était au golf, un nocturne. Passons au suivant. Moi? Ah non, moi j'étais à Philadelphie, votre honneur. C'était les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le procès Bellamy de Frances Noyes Hart, traduit par Maurice Bernard Andrèbe dans une adaptation radiophonique de Jean Cosmos. Avec Michel Bouquet, Marcel André, Henri Crémieux, Martine Sarcey, Jean-Claude Michel, Michel Vitold, Bernadette Lange, Daniel Brémond, Raymond Pélissier et André Vasselet. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Noël Barbet, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard.